Salut. On a entendu parler de votre grève, alors on est venu vous soutenir avec quelques collègues. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est David Lépée et je voudrais vous parler aujourd'hui de Philippe Poutou, candidat malheureux à la présidentielle du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qui a échoué assez lamentablement avec un score de 1,1%. Beaucoup lui prédisaient un échec cuisant, mais peu avaient imaginé que son résultat serait au final aussi bas. Or, cette débandade était pourtant prévisible pour tous ceux qui avaient pris la peine de lire le programme de Philippe Poutou et de s'intéresser un peu à sa campagne qui était cette fois, il faut bien le dire, très particulière. C'est sur ces deux points-là, la doctrine du NPA et sa communication, que je voudrais m'arrêter aujourd'hui avec vous, au travers de cette vidéo que j'espère assez pédagogique et dans laquelle je vais essayer de proposer du contenu aussi solide que possible, dans une forme légère, en illustrant mon propos par des exemples très concrets et un décryptage précis des clips de campagne de Philippe Poutou. Aux propositions farfelues de ce candidat, j'opposerai à chaque fois une critique pointue, une critique qui est celle d'auteurs que j'apprécie et que je me permettrai de citer en vous renvoyant à chaque fois aux ouvrages dont ces citations sont tirées. Ainsi, à chaque fois que vous verrez apparaître sur votre écran la couverture d'un livre ou le visage d'un auteur et que vous entendrez cette petite musique, enfin cette espèce de bruit de gorge produit par des nains de la Moria, cela signifiera que ce n'est plus moi qui parle, mais l'auteur du livre en question qui s'exprime par ma voix. Vous verrez ainsi que les sophismes d'un Poutou ou de Besancenot pèsent bien peu face à la pertinence et à la force critique des auteurs que j'ai convoqués ici. Et si j'ai pu, à la fin de cette vidéo, inciter certains d'entre vous à vous rendre dans une bibliothèque ou à une librairie pour acquérir l'un ou l'autre de ces ouvrages et creuser la question, je considérerai que mon pari est réussi. Lisez, pensez par vous-même, formez votre jugement à la lumière des esprits indépendants qui ont réfléchi avant vous. Ne vous contentez pas du catéchisme médiatique, confrontez-vous à la contradiction, c'est de cette manière que vous pourrez vous émanciper vraiment et sortir du prêt-à-penser. Allez, générique. Oui, en plus des citations d'auteurs, je vais aussi utiliser quelques extraits de fameux feuilletons qui ont eu leur heure de gloire dans les années 90. Vous allez vite comprendre pourquoi. T'as pas vu un petit bizarre dans le coin? Bah si, il est là-bas. T'as pas une pelle? Bah si. Tiens. Merci. Ceux qui me lisent dans Éléments, Crisis ou Rébellion savent peut-être, parce que je ne m'en cache pas, que j'ai moi-même milité plusieurs années dans le milieu de l'extrême gauche trotskiste et que si j'en suis parti, c'est pour pouvoir devenir réellement socialiste, en me débarrassant de tous les anachronismes et de toutes les contradictions qui sont le propre d'une gauche qui, de son centre mou à ses extrêmes, est entachée de libéralisme. Le socialisme qui me tient à cœur est, lui, antilibéral. Il est populaire et il repose sur les notions de démocratie directe, de patrie et d'humanisme. Un socialisme qui nous amène très loin des aimables farces de Philippe Poutou et sur lequel je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Je me contenterai donc de signaler, histoire de répondre à la question de savoir d'où je parle, que je me situe dans un désaccord assez fondamental avec cette tradition trotskiste. Allez sur poutou2017.org. Eh bien, sur le site poutou2017.org, j'y suis allé justement pour me faire une idée plus précise du programme. Et j'ai constaté que du socialisme, il en était quand même question, puisqu'il figure même en gros titre dans une des brochures du NPA sous l'intitulé « Socialisme du XXIe siècle ». C'est pour te dire à quel point c'est moderne. Or, cette expression-là n'a rien d'un terme vague ou générique. Elle a un sens bien précis dans la théorie économique. Je suis allé demander à Vincent Lapierre, qui connaît bien la question, de quoi il s'agissait. On parle de socialisme du XXIe siècle et ça vient d'un économiste dont j'ai appris l'existence par toi, un économiste allemand qui s'appelle Heinz Dietrich. C'est ça. À quoi se résume la thèse de ce monsieur brièvement? Le socialisme du XXIe siècle, sa conception initiale, c'est le fait qu'on a les trusts qui commandent au secteur important et stratégique de l'économie qui doivent être nationalisés. Et au contraire, on a une promotion de la, si tu veux, de l'initiative privée à l'échelle des individus. Le fait que le boulanger soit propriétaire de son four, et qu'au contraire, par exemple, concernant les télécommunications, concernant le pétrole, concernant l'industrie lourde, là, c'est de l'État, la nation. Il y a un petit côté proudhonien presque dans cette Il y a un côté proudhonien, bien sûr. On est très loin d'un ultra-étatisme. Au contraire, on a une société qui est faite de petits producteurs indépendants et propriétaires de la moyenne de production. Et de façon complémentaire,
une gestion étatique des grands monopoles publics. C'est comme ça que je définirais, si vous voulez, dans sa structure économique, le socialisme du XXIe siècle. Cette doctrine allemande, tout à fait intéressante, est une de celles qui ont inspiré l'action politique de Hugo Chavez au Venezuela, lequel, rappelons-le, était constamment au but à l'opposition d'une part de la bourgeoisie possédante et de l'autre des mouvements trotskistes, comme le parti Bandera Roja par exemple, sorte d'équivalent vénézuélien du NPA et qui a joué, consciemment ou non, le rôle de bras armé de la réaction dans les manifestations anti-chavistes. Dès lors, on peine à comprendre ce qui peut lier le programme de Poutou et celui de Chavez, et la réponse en effet c'est à peu près rien. À titre d'exemple des réformes sociales proposées, on retiendra entre autres le revenu universel, qui figurait aussi dans les propositions de Benoît Hamon. Poutou s'en explique en ces termes face à un youtubeur qui l'interrogeait à ce propos. Il y a du bon dans le revenu universel ou pas ? Oui, il y a du bon, c'est l'idée d'un revenu garanti à vie pour tout le monde. Nous, on n'est pas attachés tant que ça au travail en fait. Si on nous explique qu'il n'y a plus de boulot parce qu'il y a des robots, on ne va pas gueuler. Si on peut libérer du temps et un maximum de temps pour des loisirs, pour de la culture et tout ça, c'est quand même ça la vie. On comprend alors qu'une partie croissante des élites libérales songe désormais à refroidir provisoirement le réacteur en s'ouvrant progressivement à l'idée, déjà théorisée par Milton Friedman, d'une allocation universelle de citoyenneté qui serait versée à chaque individu pendant toute la durée de sa vie, qu'il accepte de travailler ou non. Idée qui ne fait au fond que reprendre sous une forme nouvelle les anciennes pratiques clientélistes de la Rome impériale. C'est seulement à ce prix, en effet, que l'accumulation du capital pourrait se poursuivre quelques décennies encore dans une paix sociale relative. On peut donc être pratiquement certain que dans les années à venir, ce projet libéral d'une société à 2 ou 3 vitesses, où seule une minorité du genre humain, 20% selon certaines estimations, serait condamnée au travail productif à plein temps, recevra un accueil de plus en plus favorable de la part de la gauche et de l'extrême gauche, alors que la véritable solution socialiste serait, bien entendu, de travailler beaucoup moins pour travailler tous. Jean-Claude Michéa, notre ennemi le capital. Toutefois, ne soyons pas injustes. Même si le programme social du NPA ressemble beaucoup à un vaste cahier de doléances rempli de vœux pieux dont on ne comprend pas bien comment Poutou serait parvenu à les réaliser, il y a aussi des pistes intéressantes et qui, pour le coup, pourraient inspirer une réflexion socialiste. Meilleure répartition du travail, extension de la sécurité sociale, gratuité des soins de santé et des services publics, blocage des loyers, réquisition des logements inoccupés et même appropriation sociale des secteurs clés de l'économie et réquisition des grandes entreprises capitalistes. Jusque-là, je signe. Le problème, comme toujours à l'extrême gauche, c'est que ces déclarations d'intention anticapitalistes, qui ne mangent pas de pain sur le papier, sont sans cesse contrebalancées et empêchées par des propositions qui les rendent impossibles, notamment en ce qui concerne la politique migratoire. Par ailleurs, une politique sociale et anticapitaliste n'a de sens que dans le cadre d'un mouvement populaire, et c'est précisément ce que le NPA n'est pas, comme en attestent ses résultats misérables au premier tour de la présidentielle. Et s'il ne l'est pas, ce n'est pas à cause de cette politique sociale, mais en dépit d'elle. En termes de culture, en termes de valeurs, en termes de représentation du monde, de Weltanschauung pourrait-on dire, le NPA est en rupture totale avec l'éthos des classes populaires, comme nous allons le voir. Il ne sert à rien de promettre la fin de la précarité et la socialisation des moyens de production si, dans le même mouvement, on propose d'ouvrir les frontières, de régulariser les sans-papiers, de déconstruire l'école, de dépénaliser les drogues et de faire du lobbying pour les minorités sexuelles. Là, les gens ne suivent plus. Là, on sort des catégories et des implications dialectiques du socialisme. Là, on arrive en plein dans la vision du monde libéral, dans la Weltanschauung bourgeoise. Et le résultat de cette énorme contradiction, complètement insoluble, c'est 1,1%. Cette confusion, symptomatique de la bouillie idéologique dans laquelle baigne le trotskisme depuis un certain temps, est parfaitement illustrée dans la campagne de Philippe Poutou par un personnage fictif mis en scène dans ses clips électoraux et qui joue le rôle d'épouvantail absolu, d'antagoniste à abattre, Monsieur Capital. Alors, Monsieur Capital, qui c'est ? Dans les clips de Philippe Poutou, il joue le rôle du méchant, l'ennemi juré du héros. Monsieur Capital est à Poutou ce que Rastapopoulos est à Tintin, ce que Murdoch est à MacGyver, ce que Joe Dalton est à Lucky Luke, ce que Vador est à Skywalker, ce que Gargamel est au Schtroumpf. Il arbore toujours le même visage grimaçant, mais il change de métier constamment. Un jour, il est banquier. Un jour, il est entrepreneur. Un jour, il travaille pour l'industrie nucléaire. Et jusque-là, on comprend un peu le principe, mais le lendemain, on peut le trouver comme militant nationaliste tractant sur les marchés. Et là, le rapport avec le capital est tout de suite moins clair. On est chez nous, on ferme les frontières et vous rentrez chez vous. Cet étrange personnage se retrouve donc tantôt dans un rôle de défenseur des lois du marché et tantôt dans un rôle de partisan du protectionnisme, plutôt contradictoire. En fait, la typologie de Monsieur Capital est simple. Il est celui que le NPA n'aime pas, c'est-à-dire qu'il épouse toutes leurs causes en négatif. Il dit constamment le contraire de Poutou et à ces incohérences répond par des incohérences inverses, diamétralement opposées.
Ce qui le mène parfois, en dépit de son patronyme, à tenir un discours plus anticapitaliste que celui de ses adversaires. Écoute, quand ils t'auront piqué ton boulot, ta femme et ta maison, faudra pas venir pleurer, gars. Ces clips vidéo sont un élément central de la campagne de Philippe Poutou et font preuve, il faut bien l'admettre, d'une certaine originalité. Ces petits sketchs visent à illustrer tel ou tel point du programme du candidat en le mettant en scène lui-même, certains de ses camarades et presque à chaque fois son âme damnée, le terrible Monsieur Capital. Le programme d'ailleurs est à tel point présent dans ces sketchs qu'il finit par devenir lui-même un acteur à part entière, comme une sorte de formule magique ou de grimoire mystérieux qui s'envolerait d'un personnage à l'autre pour convertir les Français. Eh, ça va pas, non? Mais il est super bien, votre programme. Merci. Moi personnellement, je vois pas de solution. Moi, je crois qu'il y en a des solutions. C'est notre programme. Avec comme quoi il était pas perdu. Tu vois, ça circule, mieux qu'à la poste. Ah, puis c'est entendu, là. Regarde. Il va falloir qu'un jour quelqu'un l'entende ce programme. Oui Philippe, un jour, mais pas aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans une de ces séquences, Poutou est parfois accompagné de son mentor Olivier Besancenot, qu'on n'avait pas beaucoup vu ces derniers temps, si ce n'est dans une sorte de clip de rap où il essayait de nous faire comprendre qu'il était street crédible car il portait une capuche, ne s'était pas rasé depuis une semaine et savait hocher la tête en rythme. Et ouais, 2017, on prend les mêmes et on recommence. Écoute-les parler et tu verras le visage de la finance. Il est grand temps qu'on prenne nos propres affaires en main, qu'on ne se laisse plus représenter par ces politiciens qui parlent en notre nom alors qu'ils ne connaissent pas nos vies. Leurs promesses sont bidons et l'atmosphère devient pourrie. Ils ne doutent de rien, pourtant rien ne se passera comme prévu. Car le système nous saigne pour des repus et corrompus. C'est pas vraiment de chef ou de leader dont on est orphelin, simplement de la conscience qu'on peut écrire notre destin. Pourtant, loin de se cantonner au rap, Besancenot ne rechignait pas, lors des dernières élections européennes, à se mettre lui-même en scène dans les clips de campagne du NPA où il expliquait à quel point il était d'accord avec ses électeurs. On est 100% d'accord avec tout ce que vous dites, il n'y a pas de souci, c'est même nos arguments de campagne. Il faut dire que Besancenot a une conception très particulière de la Révolution, loin de la caricature du bolchevique au couteau entre les dents, et qu'il suffit de le lire dans ses œuvres pour comprendre que la bourgeoisie peut dormir tranquille. Aimer, c'est partager. Faire la révolution aussi. La révolution est le contraire de la violence, elle est un tendre engagement, elle est un principe de vie. Olivier Besancenot, Révolution, 100 mots pour changer le monde. Dans ce même clip, on voyait déjà apparaître Poutou, pas très à l'aise devant la caméra. Voter NPA, c'est s'opposer à une Europe capitaliste construite par et pour les banquiers. Hollande et les partis institutionnels veulent cacher la question qui nous préoccupe tous. Sans déconner, coupé là. Depuis, il a pris le temps de parfaire ses talents de comédien et est devenu presque convaincant. Peu importe d'où on vient, noir, blanc, juif, musulman, athée, on est tous égaux. Égaux? Oui, tous égaux. Enfin, presque. Arrêtons-nous à présent sur la structure de ces clips, qui est un peu toujours la même. On a un problème, lié à l'exploitation, au racisme, au sexisme, à une injustice, impliquant un salaud, Monsieur Capital, et une victime. De préférence, une femme, un immigré, un Français d'origine étrangère ou un jeune. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le redresseur de tort, le défenseur de la veuve et de l'orphelin, Philippe Poutou, que tout le monde semble connaître et qui est accueilli avec sympathie par les gentils. Philippe Poutou? Oui, bonjour. Ah, mais vous êtes Philippe Poutou? Oui, mais... L'ouvrier qui se présente au présidentiel? Vous êtes Philippe Poutou? Bah oui. Ah, vous êtes l'ouvrier qui est candidat aux élections présidentielles? Ouais, tout à fait, ouais. Ah, mais vous êtes... Bah ouais, c'est Philippe Poutou, le candidat du NPA. Ah oui, sa tête me disait quelque chose. Et ça marche aussi avec Besancenot. Eh mais je te reconnais, toi. T'es Olivier Besancenot, le pote de Philippe Poutou, celui qui se présente au présidentiel. Ouais, c'est ça, l'immunité ouvrière, exact, ouais. C'est alors que Poutou joue son rôle de héros et de justicier. Il assomme Monsieur Capital avec un boulet géant marqué du sigle du NPA, il l'enferme dans un sac, il le tabasse à coups de pelle, ou il lui enterre la tête dans le jardin. Monsieur Poutou! Non mais là c'est pas drôle là! Oh! Du pétrole! Ah non, c'est de la merde. La scène la plus incroyable, qui semble avoir été inspirée du film d'horreur japonais The Ring, nous le montre mettant hors d'état de nuire Monsieur Capital avant de traverser un écran de téléviseur pour s'en prendre à ces deux sbires qu'il observe tétanisés depuis un salon de massage. Boum!
Comme vous avez pu le voir dans ces quelques extraits, la réalisation n'est pas trop mauvaise et côté technique, c'est passable. Le gros problème se situe plutôt dans les dialogues et dans le jeu des personnages, surtout quand il s'essaie à faire de l'humour. Non, mais... C'est bon, j'ai compris la question. C'est bon, j'ai compris la question. Je savais pas qu'on pouvait rire de ça à ce point-là. Attention, Pauline, vous parlez quand même peut-être un futur papillon. Je reprends. Alors, Philippe Poutou, vous êtes ouvrier, vous êtes en grève. Ah, c'est bon, alors, je peux expliquer là. Ouais, mais c'est pas si simple que ça. Mais surtout, ça nous permettrait de faire en sorte que l'argent aille satisfaire les besoins sociaux, qu'on ait de l'argent pour faire des trucs comme, je sais pas, une bonne vieille guerre, par exemple. Quoi? Non, je déconne, c'était juste pour voir si tu suivais, en fait. Non, mais en fait, il coûte tellement cher qu'il faudrait lire les plus vieux. Comme ça, on les paierait moins longtemps. Je sais pas, par exemple, Pompidou. Ah ouais, ça marche pas, il est mort. Non, mais je déconne. Ah bon. Immanquablement, ça fait quand même un peu penser à ça. C'est pas mal, mais je préfère la France. Bah, c'est normal, les garçons sont plus beaux. Et puis, j'ai encore fait une gaffe, c'était à vous de dire ça. On va se la remettre avec des rires enregistrés pour voir si c'est plus convaincant. Je sais pas, une bonne vieille guerre, par exemple. Quoi? Non, je déconne. Je sais pas, par exemple, Pompidou. Ah ouais, ça marche pas, il est mort. Non, mais je déconne. Ah bah oui, c'est tout de suite mieux. Maintenant que nous avons posé quelques bases pour comprendre quelles étaient les méthodes de communication assez originales de Philippe Poutou pour ses élections présidentielles, nous allons nous intéresser plus en détail au contenu de son programme. Demandez le programme. Ayant déjà parlé en début de vidéo de la question centrale du socialisme, je n'y reviendrai pas ici et je vais me concentrer sur 4 autres thèmes phares de la doctrine du NPA qui sont les suivants. 1. L'extension illimitée des droits individuels. 2. L'ouverture des frontières. 3. La sécurité et le désarmement. 4. La déconstruction de l'école. Rien qu'à l'énoncé de ces thèmes, vous sentez tout de suite qu'on est dans le registre du libéralisme pur jus et qu'il ne reste pas grand-chose de socialiste dans cette vision générale du monde. D'ailleurs, comme le disait Besancenot dans son livre déjà cité, les révolutionnaires ne se sont jamais battus pour autre chose que pour l'épanouissement individuel. Je m'appelle Philippe Poutou, ouvrier anticapitaliste. Il faut qu'on parle. Et là, ça nous amène très très loin du marxisme. Et plus près d'une sorte de philosophie hippie, pas de toute première fraîcheur, à l'image du titre d'un des chapitres du programme de Poutou qui est « Liberté et égalité pour nos désirs ». Liberté et égalité pour nos désirs. Voilà un argument de campagne. Entièrement d'accord. Alors de quoi s'agit-il? Examinons le programme. Nous voulons les mêmes droits pour toutes et tous, femmes et hommes, homo et hétéro, notamment la procréation médicalement assistée pour toutes, une filiation directe pour les couples de même sexe, la fin des stérilisations forcées, le changement d'état civil sur simple demande, l'arrêt des mutilations des personnes intersexuées, des moyens financiers contre les LGBTI-phobies. Et là, je ne peux m'empêcher de citer Jean-Claude Michéa qui écrivait ceci dans son livre Les mystères de la gauche. Il est malheureusement à craindre que pour beaucoup de militants des nouvelles radicalités parisiennes, être de gauche aujourd'hui ne signifie plus rien d'autre qu'avoir à se mobiliser en toutes circonstances, et si possible devant les caméras du système, pour défendre ce droit libéral de chaque monade isolée à un principe de vie particulier et une fin particulière. On ne peut s'empêcher de penser, à la lecture de cette rubrique, à un principe d'atomisation de la société, à des revendications complètement parcellaires, à la défense d'intérêts très particuliers, plus propres à figurer dans le programme d'un lobby que d'un parti. En cela, Poutou se situe sur la même ligne qu'un Gilles Deleuze, qui expliquait dans un entretien accordé à Claire Parnet, c'est ça être de gauche, savoir que la minorité c'est tout le monde, et c'est là que se passent les phénomènes de devenir. Or, n'en déplaise à Deleuze et au NPA, le peuple n'est jamais une simple addition de minorités. Il faudrait prendre en compte les notions d'intérêt collectif, ce que Philippe Poutou ne fait pas. Voyons d'ailleurs comment il illustre ça en analysant son clip sur le sexisme. Nous sommes dans le bureau d'un employeur, M. Capital, au moment de l'entretien d'embauche. Bon, le CV n'est pas terrible. Heureusement que vous avez d'autres arguments. Alors ça commence comme l'introduction de mauvais porno, mais vous allez voir, ça change vite de ton et on n'est pas là pour la gaudriole. Pardon? Non, je rigole. On peut rire tout de même. Oh, les femmes et le sens de l'humour. Dans l'époque actuelle, qui accomplit l'exploit quotidien de se dire anticonformiste tout en interdisant toute forme d'humour authentiquement subversif, il est des plaisanteries à éviter. On peut rire des racistes, des curés ou des beaufs, on ne rit pas de ces dames. Le blagueur soupçonné de machisme est immédiatement disqualifié et l'on attend avec impatience la criminalisation des propos sexistes, comme c'est déjà le cas pour les propos racistes et homophobes.
Natacha Polony, l'homme et l'avenir de la femme. Non, mais rassurez-moi, entre deux dossiers, vous aurez le temps de me faire le café? Vous ne m'avez pas parlé du salaire. Ah oui, le salaire. Les femmes et l'argent. Vous n'avez que ça à la bouche. Comme vous le voyez, les dialogues sont écrits tout en finesse, tout en nuance. Les personnages ne sont absolument pas caricaturaux et cet employeur est un bonhomme lambda comme on en rencontre tous les jours. Aussi subtil qu'un porno donc, mais sans les scènes polissonnes. C'est incroyable, vous. Merci, je sais. Sinon, vous faites quoi ce soir? Non, parce qu'on pourrait reparler de tout ça dans une ambiance plus détendue. Conclure notre affaire. Je connais un petit hôtel, un petit restaurant à 2 pas d'ici. Oui, les pseudo-Don Juan qui pensent que toutes les filles sont à leurs pieds. Alors si je peux me permettre, faut pas prendre les choses comme ça. Ne me touche pas. Bon bah d'accord. Et vous m'avez l'air d'être une fille gentille. Vous prenez la pilule? Non, parce que je me suis déjà fait avoir par ma femme. Et moi, l'IVG, je suis contre. C'est l'occasion, je crois, de citer ici un éminent communiste français. Il ne me semble pas superflu de rappeler que le chemin de la libération de la femme passe par les réformes sociales et non par les cliniques d'avortement. Maurice Thorez, dans l'Humanité du 2 mai 1956. Et moi, l'IVG, je suis contre. Au cours de ces 10 dernières années est intervenue la société de consommation. Mais ce qui intéresse un tel pouvoir, ce n'est pas un couple générateur d'enfants, prolétaire, mais un couple consommateur, petit bourgeois. Il a donc déjà in pectore l'idée de la légalisation de l'avortement. Pier Paolo Pasolini écrit Corsaire. S'il m'arrive de recevoir une gifle après avoir, dans la rue, mis la main aux fesses d'une jeune femme qui pourtant se baladait en tortillant admirablement tout ce qu'elle pouvait dans une jupe très serrée, cette jupe très serrée peut être appelée réalité de premier ordre, mais la gifle qui répond à mon geste m'informe aimablement sur ce que contenait comme signification étrangère et même opposée cette réalité de premier ordre. Elle m'indique donc une réalité plus riche, une réalité de second ordre, faite en l'occurrence d'hystérie répressive autant que d'exhibition, mais qui pourrait être faite de toute autre chose. Philippe Muret, Festivus Festivus. Ah, bonjour mademoiselle. Voilà, je participe à un concours de baisers. Ben oui, avec mon ami qui est là, pour savoir lequel de nous deux parviendra à avoir le plus de baisers. C'est vous l'autre candidat? Oui. Moi, je ne suis pas candidat. Tant pis, c'est parti. Je peux me permettre, les temps deviennent durs. Bon, j'avoue, la citation de Muret, je l'ai choisie pour la blague et parce qu'il a une manière désopilante d'illustrer le thème de la gifle. Mais il va de soi que la situation qu'il décrit n'est pas celle que nous voyons dans le clip, comme il va de soi que M. Capital a bien mérité cette petite correction et que nous avons affaire, c'est le moins qu'on puisse dire, à un grossier personnage. Mais comme le dit ce dernier, on peut rire tout de même. Ce qui est significatif dans cette vidéo, c'est que c'est maintenant et seulement maintenant que Philippe Poutou entre en scène. Oh, super, bravo. Ah mais vous êtes Philippe Poutou? Oui. Pour une fois, il n'est pas le héros de l'histoire. Il n'est pas le justicier qui vient venger l'opprimé en punissant l'oppresseur. Il arrive en retard, une fois l'affaire réglée, comme la grêle après l'orage. Et la raison de ce décalage est assez simple à comprendre. Si Poutou était arrivé quelques secondes plus tôt et avait lui-même giflé l'employeur, ses camarades les plus féministes auraient pu l'accuser de paternalisme. Les femmes cherchent généralement des hommes susceptibles de les défendre face aux intempestifs, mais pas les féministes qui, elles, entendent se défendre toutes seules et interpréteraient sans doute l'intervention d'un justicier homme comme une agression sexiste, pire encore que celle du patron lubrique. Voyons la suite. Ne m'en parlez pas. Il y en a marre de cette société machiste. Entre les attaques contre le droit à l'avortement, les 27% de salaire en moins sur le marché du travail, le harcèlement, la précarité. Tu sais que c'est nous, les femmes, qui sommes les plus précaires? Quant à la grande masse des ouvrières, quelle indépendance ont-elles gagné en échangeant l'étroitesse de vue et le manque de liberté du foyer pour l'étroitesse de vue et le manque de liberté de l'usine, de l'atelier de confection, du magasin ou du bureau? Une indépendance qui aboutit au gain d'une subsistance médiocre, n'est si attirante ni si idéale qu'on puisse attendre de la femme qu'elle s'y sacrifie. Après tout, notre indépendance, si hautement vantée, n'est qu'une méthode lente d'endormir et d'étouffer la nature féminine dans ses instincts de l'amour et de la maternité. Emma Goldman, la tragédie de l'émancipation féminine. Emma Goldman, qui, je le précise, était une anarchiste engagée dans l'action féministe, mais une action féministe assez éloignée dans l'esprit de celle du NPA. Attends, c'est pas tout. Parce qu'après le travail, il y a la maison, les tâches domestiques, parentales. C'est pas vraiment 50-50. Même chez les gens de gauche.
La quadragénaire découvre trop tard qu'elle a sacrifié les meilleures années de sa vie de femme à enrichir un groupe financier, toujours aussi machiste. Lucie Chauffet, l'effroyable imposture du féminisme. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les candidats, pour pas parler de ça? Merde à la fin! On parle de tout ça. Moi, j'irai voter pour la personne qui se prononcera pour l'égalité des salaires. L'IVG et la contraception gratuite. Une éducation non sexiste et qu'on arrête d'emmerder les femmes pour une jupe trop courte ou pour un voile sur la tête. Alors, on parle de tout ça, justement. Le néo-féminisme entretient un goût si profond pour la victimisation, à l'exact opposé de l'intuition beauvoirienne, qu'il finit par faire douter que l'on ait toujours raison de se révolter. Eugénie Bastier, Adieu mademoiselle, la défaite des femmes. Entièrement d'accord. Les mêmes droits pour toutes et tous. Femmes, hommes, hétéros, homo. Longtemps objectif affiché de la transformation sociale, l'égalité est devenue une valeur par avant, convoquée notamment dès qu'il s'agit d'authentifier comme de gauche n'importe quelle réforme en faveur de telle ou telle catégorie de citoyens. Laurent Bouvet, l'insécurité culturelle. Tiens, tu te souviens comment ils s'étaient lâchés au moment du mariage pour tous? Et puisque je viens de citer la tête pensante de ce mouvement qu'on appelle la gauche populaire, je ne peux m'empêcher, sur ce thème des droits liés aux homosexuels, de citer Pierre Juquin, grande figure du Parti communiste français, qui confiait le 15 mai 1972 au Nouvel Observateur « La couverture de l'homosexualité ou de la drogue n'a jamais rien eu à voir avec le mouvement ouvrier. L'une et l'autre représentent même le contraire du mouvement ouvrier. » Je ne porte pas de jugement, je me contente de citer et d'opposer l'extrême gauche à l'extrême gauche. Et puisque M. Juquin évoque le problème de la drogue, il faut savoir que la question est aussi présente dans le programme de Philippe Poutou qui, sans surprise, tient là aussi des propos complètement opposés à ceux du représentant communiste dont nous venons de parler. Il réclame en effet la légalisation du cannabis et il l'explique ainsi à un youtubeur venu l'interviewer. Philippe Poutou, vous croyez qu'on a un problème avec la beuh dans ce pays? Avec la beuh non, nous on pense pas que c'est un problème. Enfin, nous on est pour la légalisation et la dépénalisation. Et même y compris sur les drogues dures, on est pour aussi dépénaliser. Il est difficile de s'entendre et de marquer les limites, ce que le droit parvenait à faire jusqu'au moment où le législateur l'a rendu dépendant de l'état des mœurs et des subjectivités. À présent, le droit devrait entériner et justifier toutes les positions individuelles plutôt que de signifier ce qui est ou pas possible au nom de l'intérêt général. Tony Anatrella, Le règne de Narcisse. Tu lui dis que tu m'as forcé à prendre de la drogue. Tu m'as drogué. Je t'ai drogué. Ben, ça va pas, non? Je vais passer pour un monstre aux yeux des filles. Et alors? Il faut bien comprendre que pour un esprit de gauche, toute défense philosophique des idées de normes ou de limites est automatiquement perçue comme une profanation scandaleuse de l'enceinte sanctifiée de la tolérance et du droit. Charles Robin, itinéraire d'un gauchiste repenti. En plus, je ne plaisante jamais avec les histoires de drogue. Passons maintenant au deuxième thème que je voulais traiter, l'ouverture des frontières. Je m'appelle Philippe Poutou, ouvrier anticapitaliste. Il faut qu'on parle. Cette formulation n'est pas de moi. C'est bien un des titres de chapitre du programme du NPA. Sous cette rubrique-là de son matériel de campagne, on peut lire ceci. Nous voulons la liberté de circulation et d'installation, une citoyenneté de résidence, c'est-à-dire l'égalité des droits complète dès que quelqu'un arrive sur le territoire. Il ne s'agit donc pas d'un assouplissement de l'asile ou de la politique migratoire, mais carrément de la disparition pure et simple de la citoyenneté française. Car si tout le monde est français, dès qu'il met les pieds sur le territoire, alors plus personne ne l'est. Au cas où on aurait cru à un malentendu ou à une erreur de formulation, le programme prend soin de revenir plusieurs fois et de manière très catégorique sur ce point. Ce n'est pas avec des nouvelles frontières ou un protectionnisme solidaire que nous améliorerons notre sort, c'est en créant un monde sans frontières. Je ne peux m'empêcher ici de citer à nouveau Jean-Claude Michéa, qui écrivait dans son dernier livre « Notre ennemi, le capital ». Il est clair qu'à l'époque de Marx, de Proudhon et de Bakounine, le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot et Philippe Poutou, dont l'imaginaire no border doit certainement beaucoup moins au vieil internationalisme prolétarien qu'au guide du routard et aux clips publicitaires de Benetton, aurait certainement eu beaucoup de mal à être admis dans les rangs de la première internationale. C'est là toute la différence entre internationalisme, terme dans lequel on trouve le mot nation, et cosmopolitisme, ou comme on dit aujourd'hui, sans-frontiérisme. Vous voulez quelques raisonnements formulés par la gauche, l'extrême gauche et contredisant l'idéologie antinationale? Pas de problème, il suffit de demander. Le patriotisme intransigeant qui nous anime est l'autre face de notre internationalisme. Nous ne partageons pas le point de vue de ceux qui estiment que la nation est un concept dépassé. Georges Marchais, Le défi démocratique. L'international n'est pas le cosmopolitisme, c'est l'alliance de tous les révolutionnaires entre eux. Mais les révolutionnaires sont chinois, vietnamiens, français, allemands, et ils ne sont pas interchangeables. Jacques Vergès, Le salaud lumineux. Et maintenant, parole à la défense, parole à Philippe Poutou.
Question sur les frontières. Vous dites, je lis votre programme, il faut une liberté de circulation et d'installation totale. Est-ce que ça signifie que la France a vocation à accueillir toute la misère du monde et pas seulement à en prendre sa part, comme disait Michel Rocard? Mais à partir du moment où ça circule librement, ça rentre dans un sens, ça peut sortir aussi, donc c'est pas la question de... Mais nous, on pense que c'est le monde tel qu'il devrait être, effectivement. Donc après, on voit bien que c'est pas ça du tout, on voit bien que les gens ont plutôt tendance à penser que les frontières, ça protège. Nous, on pense que c'est une connerie, on pense que ça protège de rien. Ce sont les dépossédés qui ont intérêt à la démarcation franche et nette. Leur seul actif est leur territoire, et la frontière, leur principale source de revenus. Les riches vont là où ils veulent, à tire d'aile. Les pauvres vont où ils peuvent, en ramant. Régis Debray, éloge des frontières. Ouvrez la frontière! De l'air! Ouvrez la frontière! C'est ainsi qu'un système conserve sa structure, son identité, sa forme physique et qu'il perdure. En géopolitique, cela s'appelle les frontières et les principes westphaliens. Il faut donc relancer l'idée d'une fermeture positive, ce qui fera hurler tous les libéraux libertaires qui ne jurent que par l'ouverture complète à tous les vents et nous ordonnent de nous ouvrir toujours plus au monde, à l'autre, aux Roms, aux minorités, aux capitaux étrangers, à la concurrence. Leur tactique est maligne, car il est plus facile de détruire un système en l'ouvrant totalement qu'en le fermant totalement. L'ouverture lève les défenses du système mais possède une connotation positive qui parvient à rendre cet affaiblissement attractif, la fermeture étant plus difficile à justifier moralement. Mais il faut se décomplexer sur ces questions et savoir attaquer l'impératif morbide de l'ouverture totale de la droite libérale et de la gauche libertaire, car il n'y a pas de vie sans fermeture et protectionnisme à un moment ou à un autre. Lucien Cerise, dans un entretien accordé à la revue Éléments, fin 2014. Le NPA, évidemment, refuse cette étiquette de libéral libertaire, puisqu'il a la prétention d'être anticapitaliste. D'ailleurs, dans son programme, il précise que son idéal de libre circulation s'adresse aux gens et non pas à l'argent. On peut y lire « Dans le capitalisme, les marchandises et les capitaux circulent, pas les personnes. Nous pensons qu'il faut l'exact inverse. » L'exact inverse, c'est-à-dire l'opposé de ce que dit la droite classique qui, de son côté, comme en miroir, commet la même erreur de jugement et se laisse prendre aux mêmes contradictions. Parce que les trois éléments de la libre circulation voulue et encouragée par la mondialisation libérale, c'est-à-dire celle des personnes, des capitaux et des biens, sont inséparables. Ils forment un tout, ils répondent à la même logique de globalisation, de transformation du monde en un vaste marché sans frontières. L'hypocrisie de droite, c'est celle qui consiste à refuser l'immigration tout en laissant transiter les capitaux d'un pays à l'autre. Et l'hypocrisie de gauche, c'est celle qui consiste à vouloir réguler ou bloquer les transactions financières internationales tout en ouvrant les frontières aux immigrés. Qu'on ait un Fillon d'un côté ou un Poutou de l'autre, nous avons affaire à des libéraux coupables, à des libéraux à la mauvaise conscience, qui se refusent, pour sauver la face, à aller jusqu'au bout de leur logique. Contrairement à des libéraux libertaires qui s'assument comme tels, on peut penser à des personnages comme Emmanuel Macron, comme Jacques Attali, comme Daniel Cohn-Bendit, comme Dominique Strauss-Kahn, et contrairement aussi à ceux, et j'en suis, qui refusent de manière entière et cohérente ce processus de globalisation capitaliste, de sans-frontiérisme et de marchandisation. Alain Finkielkraut, qui n'est certes pas un modèle, mais qui fait parfois des remarques tout à fait pertinentes, confiait ceci dans l'Express du 7 octobre 2015. Nous assistons à la naissance d'une coalition entre la gauche morale et le grand patronat. Pour les patrons français ou allemands, les hommes sont interchangeables. On souhaite donc la bienvenue à ces nouveaux arrivants qui exerceront une heureuse pression à la baisse sur les salaires. La gauche morale préconise quant à elle l'hospitalité inconditionnelle. Edoui Plenel fait cause commune avec Pierre Gattaz. C'est comique, c'est l'alliance de la calculette et du violon. Maintenant, écoutons un peu la musique que nous joue le violon. Ouais, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, un monde de coopération, un monde de solidarité, c'est important et qu'on puisse assurer la liberté de circulation des gens, oui, c'est pour nous fondamental. La liberté de circulation, elle est nécessaire, elle est vitale, on veut un monde solidaire et si on ne fait pas ça, on va dans des engrenages justement de violence. Il est clair dans ces conditions que la célébration d'un monde intégralement globalisé, ou comme l'on dit de nos jours, métissé, dans lequel seraient méthodiquement effacés tous les obstacles à la libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs, selon la sainte trinité libérale consacrée par le traité de Rome, peut difficilement se donner à voir comme une contribution cinglante à la contestation de l'ordre capitaliste, sans s'enliser aussitôt dans d'insurmontables contradictions théoriques. Charles Robin, La gauche du capital. Au sein des pays, il y a quand même la liberté de circulation entre des régions, des villes et tout ça. Donc pourquoi on ne l'imaginerait pas au-delà de ça? Pourquoi il faudrait absolument des contrôles? Pourquoi il y aurait des gens qui n'auraient pas le droit d'aller à tel endroit parce qu'ils seraient nés ailleurs? Enfin, non, nous, on est souverain. Oui, mais la souveraineté, on peut parler de souveraineté planétaire, on peut parler qu'on est citoyen du monde et tout ça. Une éducation du peuple au sentiment cosmopolitique aura l'inconvénient fatal d'affaiblir ses défenses immunitaires. Laurent Fidès, face au discours intimidant, essaie sur le formatage des esprits à l'ère du mondialisme. Et maintenant, écoutez bien l'argument massu que va nous sortir Poutou
Un des arguments les plus originaux de la campagne et que j'ai appelé pour ma part l'argument Cro-Magnon. Nous, on pense qu'effectivement, ce serait un progrès social, un progrès humain d'une planète sans frontières où on peut circuler librement, mais un peu comme c'était le cas à la préhistoire. Vous savez, il n'y avait pas tellement de frontières pour empêcher les gens de marcher. Et finalement, c'est aussi ça l'essor de l'humanité, c'est qu'elle a pu circuler librement et puis s'installer à peu près là où elle voulait. Le retour à la préhistoire comme horizon de la mondialisation. Il fallait y penser, et il faut avouer que cet argument, on n'avait pas vu venir. Voyons maintenant un peu quelles seraient les implications de cette abolition des frontières. Cette dernière entraînerait sans doute une augmentation pléthorique de l'immigration. Mais de toute façon, on ne parlerait plus d'immigrés puisqu'ils deviendraient automatiquement français une fois arrivés sur le territoire. On peut imaginer que ce déferlement causerait certains troubles sociaux, accentuerait les problèmes de cohabitation qui existent déjà et aboutirait à une explosion de xénophobie. La xénophobie est-elle un mal nécessaire? Le prix à payer pour entrer dans cette mondialisation? On pourrait cyniquement le penser, eh bien non. Car Philippe Poutou, en plus d'être contre les frontières, est aussi contre le racisme. Ce qui, si on y réfléchit 2 minutes, paraît quand même extrêmement contradictoire. Cela ne revient-il pas à déplorer les effets, le racisme, dont on chérit les causes, l'abolition des frontières? Dans son programme, le NPA parle, je cite, « d'arrêter le racisme et toutes les discriminations ». Augmenter drastiquement le nombre d'étrangers en France est-il vraiment le meilleur moyen de mettre fin aux réactions xénophobes d'une partie de la population? Je me permets d'en douter. Le racisme, c'est le mal absolu, et quand le NPA le met en scène dans ses clips de campagne, il ne s'encombre pas de nuances. Retrouvons M. Capital, qui joue ici le rôle d'un banquier refusant d'accorder un prêt à un jeune noir. Avec vous, les Africains, c'est toujours pareil. Mais je suis pas africain, je suis guyanais, monsieur. Oh, faites pas le malin. Vous m'avez très bien compris. Dans le registre de la finesse et de la subtilité, on est quand même très proche de ça. Ouais, mais ce genre de type, ça peut pas comprendre notre musique. Ça fait du bruit, ça prend du plaisir, ça se met à danser. Arrête, Christian, je vais finir par croire que t'es raciste. Quoi? Raciste? Moi, raciste? José, je te préviens, t'enterrer de retirer ce que tu viens de dire. Mais le clip le plus consternant, le plus délirant, le plus déconnecté du réel qu'a pu produire le NPA dans cette campagne, c'est celui qui s'intitule sobrement « Le racisme » et que je vous propose de regarder et d'analyser ensemble. Nous sommes sur un marché très métissé et M. Capital, qui en dépit de son patronyme n'a plus tellement l'air d'un patron ni même d'un riche, mais d'un simple militant en quartier populaire, distribue des tracts en appelant à une France non voilée. Pour une France non voilée! Pour une France non voilée! Saucisson et charcuterie, c'est plus trop la mode par ici. Hein. Saucisson et charcuterie. Voilà donc à quoi se résume, dans la conception trotskiste, l'attachement patriotique des Français à leur culture. La seule explication, c'est qu'on n'a pas voulu représenter là un simple patriote, mais sans doute un militant du Front National et peut-être même, qui sait, un authentique fasciste, à moins que, dans l'esprit du NPA, tout cela se recoupe et se confonde. Une bonne partie de l'antifascisme aujourd'hui, ou du moins de ce qu'on appelle antifascisme, est soit naïf et stupide, soit prétextuelle et de mauvaise foi. En effet, elle combat ou fait semblant de combattre un phénomène mort et enterré, archéologique, qui ne peut plus faire peur à personne. C'est en quelque sorte un antifascisme de tout confort et de tout repos. Pier Paolo Pasolini écrit Corsaire. Du cochon et de la bière, on est chez nous, on ferme les frontières et vous rentrez chez vous. L'invocation du totalitarisme nourrit depuis 30 ans des antifascistes qui, n'ayant jamais affronté dans leur salon aucun danger réel, en agitent le spectre contre toute politique qui ne serait ni libérale ni libertaire. Contre toute politique, autrement dit, véritablement libre, souveraine, républicaine et nationale. C'est donc salubrité intellectuelle, sans mépriser le danger passé, que de dissiper ces fantasmes de rémanence fasciste et avec eux les superstitions gauchisto-libérales qui pèsent en Europe de l'Ouest sur l'État et la nation. À quel grossier contresens habitue-t-il les esprits? Ce n'est pas la nation en vérité, mais sa décomposition qui entretient aujourd'hui l'inégalité. Yannick Jaffré, Vladimir Bonaparte-Poutine, essai sur la naissance des républiques. Et voilà notre ami Poutou qui entre en scène, alerté par les slogans du militant nationaliste, ainsi que par cette injonction d'une dame qu'on entend en arrière-fond et qui s'écrie « Mais c'est un raciste !» Tout est bon aujourd'hui pour essayer d'intimider et de disqualifier son adversaire. Il serait bon que, dans le débat public, on cesse de traiter à deux bouts de champ de racistes les gens avec lesquels on est en désaccord. Cette manière de disqualifier quelqu'un en tentant de le renvoyer systématiquement dans le champ des racistes conduit à vider ce mot de tout contenu et donc à ne plus voir et condamner le racisme lorsqu'il existe réellement et produit ses effets délétères. Laurent Bouvet, dans un entretien accordé au Figaro le 30 août 2016. Votez pour nous et ce marché redeviendra français. On est chez nous, rentrez chez vous.
On peut militer dans une organisation progressiste ou afficher partout des idées avancées ou d'une correction politique exemplaire et avoir simultanément un tempérament fasciste, voire l'étoffe d'un délateur ou d'un policier de la pensée. Jean-Claude Michéa, Le complexe d'Orphée. Il y en a marre de ces racistes qui prennent la haine et qui nous divisent. Des racistes là, des derrière là. Des racistes là, des derrière là. Qu'est-ce que tu fais là? T'en as pas marre de déblatérer toutes tes horreurs? Écoute, quand ils t'auront piqué ton boulot, ta femme et ta maison, faudra pas venir pleurer. Le petit blanc serait ce blanc pauvre, prenant conscience de sa couleur dans un contexte de métissage. L'idée même que des blancs puissent aujourd'hui souffrir autant que d'autres, tenus pour des victimes absolues, bouscule la conception, d'ailleurs étonnamment racialiste, d'un groupe blanc entièrement du côté des oppresseurs et des discriminants. Émeric Patricot, Les Petits Blancs, un voyage dans la France d'en bas. Peu importe d'où on vient, noir, blanc, juif, musulman, athée, on est tous égaux. Égaux? Oui, tous égaux. Demander un traitement égal et une non-discrimination pour les étrangers revient à nier toute légitimité au sentiment d'appartenance. Pour le dire autrement, la citoyenneté discrimine nécessairement entre ceux qui la possèdent et ceux qui ne la possèdent pas. Thierry Baudet, Indispensable frontière. La question immigrée apportait à l'ensemble de la revendication néolibérale cette dimension métisse sans laquelle on ne peut aujourd'hui escompter une reconnaissance de la part de la gauche morale. Jacques Julliard, La gauche et le peuple. Régularisation de tous les sans-papiers. Ils vont pas te laisser passer. On peut évidemment souhaiter abolir le principe de la souveraineté nationale, ce qui est implicite par exemple dans la revendication de régularisation de tous les sans-papiers. Mais il est difficile d'imaginer qu'une telle abolition puisse être réalisée dans un cadre démocratique, vu l'attachement de toutes les populations dans le monde à un certain degré de souveraineté nationale. Jean Bricmont, La République des censeurs. En peu mots, nous demandons que tous les sans-papiers soient régularisés, avec une cadre de 10 ans. Nous demandons aussi qu'il y ait une égalité de justice et de droits pour tous. Nous demandons aussi qu'il y ait enfin une liberté de circulation et d'installation pour tous, pour que nous, sans-papiers, arrivons à vivre décemment comme tout le monde. Merci. Quelle sécheresse de cœur il faudrait, par exemple, pour dire les sans-papiers souffrent, peut-être un peu moins que s'ils étaient restés dans leur pays d'origine, mais cela ne leur donne pas droit à résider en France en infraction aux lois que notre pays s'est démocratiquement données. C'est une perversion sociale que ce cogito. Je souffre, donc je suis, qui sous-tend les rapports des individus à Big Mother. Michel Schneider, Big Mother, psychopathologie de la vie politique. Immigrés en danger, donnez-nous des papiers. La régularisation de tous les sans-papiers n'est pas seulement un mot d'ordre anti-républicain, dans la mesure où elle fait fi des prérogatives de l'État. C'est aussi, et plus encore, un mot d'ordre anti-ouvrier, dans la mesure où c'est, par nature, la catégorie sociale la plus touchée par l'arrivée de nouveaux migrants. Hervé Algalarando, La gauche et la préférence immigrée. Mais retournons sur notre marché, où Philippe Poutou est littéralement en train de mettre à poil son adversaire. Liberté de circulation et d'installation et ouverture des frontières. Je t'en prie, arrête ça tout de suite. Une culture peut absorber des apports allogènes dans certaines proportions, mais au-delà d'un certain seuil, l'osmose se fait en sens inverse. Laurent Fidès, face au discours intimidant, essaie sur le formatage des esprits à l'ère du mondialisme. Droit de vote des étrangers à toutes les élections. Nous sommes sublimes puisque nous acceptons de disparaître au profit des autres. Mais si nous l'acceptons, c'est que nous ne méritons pas de vivre car en réalité nous sommes infâmes. Tel est le mécanisme du masochisme occidental. Si on déteste sa religion, sa civilisation, sa nation, il est plus facile de s'effacer devant les intérêts, les modes de vie et de pensée de l'autre. C'est ici que la haine de soi, la culpabilisation, la repentance ont leur utilité. C'est un moyen psychologique de faire légitimement passer l'autre devant soi. Le masochisme européen est l'outil obligé de la religion humanitaire. Jean-Louis Harouel, Les droits de l'homme contre le peuple. Travailleurs français et immigrés, solidarité et unité. La gauche ne peut pas continuer à dire que l'immigration est une bonne chose pour l'économie. Elle ne se confronte pas au problème de l'immigration car elle a peur de passer pour raciste. Cela doit cesser. Ken Loach, dans Marianne, le 17 juin 2016. Impossible, en voyant cette scène grotesque, de ne pas penser à un communiste, un vrai cette fois, qui était Georges Marchais, ancien secrétaire général du PCF, et qui écrivait ceci dans son livre « L'espoir au présent ». Aujourd'hui, nous nous prononçons pour l'arrêt de toute immigration.
C'est une exigence qui correspond à l'intérêt des travailleurs immigrés eux-mêmes et de toute la classe ouvrière, car ceux qui entreraient aujourd'hui, au lieu de trouver un travail, viendraient grossir le nombre des chômeurs. Il faut bien comprendre que cette attitude à l'égard de l'immigration n'est pas réductible à un simple aveuglement, à une simple méconnaissance des lois de l'économie et des analyses marxistes, par exemple en ce qui concerne les immigrés comme armée de réserve du capital. C'est bien sûr déjà atterrant de constater que des prétendus marxistes, car les trotskistes se réclament malgré tout de cette famille de penseurs, n'aient pas compris ces évidences-là. Mais cela dépasse les questions de concurrence, de chômage, de sous-traitance salariale et d'exploitation en général. Cette xénophilie, cette préférence étrangère est avant tout une haine de soi. Nous avons affaire à un véritable complexe identitaire, une sorte de masochisme qui pousse le NPA à s'ouvrir intégralement au reste du monde pour mieux disparaître, coupable qu'il est à ses propres yeux d'être trop français. Nous d'abord, on ne s'adresse pas aux Français comme ça, enfin, c'est pas notre problème, on s'adresse à l'ensemble de la population en fait, parce que dans français ça veut dire quoi, qu'on ne compte pas les étrangers. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher loin dans leurs livres les devoirs qu'ils dédaignent autour d'eux. Tel philosophe aime les Tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation. Nous d'abord, on ne s'adresse pas aux Français comme ça, enfin, c'est pas notre problème. Dans français, ça veut dire quoi, qu'on ne compte pas les étrangers. Tous n'avaient oublié qu'une chose, ce sont les prolétaires qui ressentent le nationalisme le plus intransigeant, les bourgeois qui sont le plus tentés par le cosmopolitisme. Alain Perfit, quand la Chine s'éveillera. Durant la rencontre qu'il a eue avec le youtubeur Indécis, Philippe Poutou a choisi, dans la petite présentation qu'il devait faire de lui pour la vidéo, de dire qu'il aimait l'international et qu'il n'aimait pas la Marseillaise. Cette opposition complètement manichéenne est bien dans l'esprit du NPA, qui décidément ne comprend rien à rien et semble n'avoir aucune culture historique sur aucun sujet. Je regrette, monsieur Poutou, mais la Marseillaise est un chant révolutionnaire, révolutionnaire et patriotique, révolutionnaire parce que patriotique. Ce que Jean-Luc Mélenchon au moins a bien compris, que ce soit sincèrement ou par opportunisme. Il est absurde en 2017 d'opposer le drapeau rouge au drapeau tricolore. Quant à l'international, eh bien que dire, si ce n'est vous renvoyer à la citation de Michéa que je donnais il y a quelques minutes et qui expliquait en quoi, avec votre programme sans frontiériste, vous n'auriez sans doute jamais été admis dans la première internationale. Vous n'êtes pas internationaliste au sens où le sont les communistes historiques, monsieur Poutou. Vous êtes citoyen du monde, vous l'avez dit vous-même. Et il serait honnête de votre part d'arrêter de faire croire que l'internationalisme et le cosmopolitisme sont une seule et même chose. Notre socialisme même, notre socialisme antécédent à peine, ai-je besoin de le dire, n'était nullement anti-français, nullement anti-patriote, nullement anti-national. Il était essentiellement et rigoureusement exactement international. Loin d'atténuer, loin d'effacer le peuple, au contraire, il l'exaltait, il l'assainissait. Charles Péguy. Vous avez déjà chanté la Marseillaise? Si je l'ai chanté, déjà j'ai fait semblant à l'armée. Je faisais... Voilà. Mais sinon, non, pour nous, la Marseillaise, c'est le patriotisme. Les guerres coloniales, les massacres des guerres 14-18, enfin voilà, c'est les guerres entre les peuples. Si l'on imaginait un improbable monde, purement moral, habité par des pêcheurs et des confesseurs, l'exercice de la repentance aurait peut-être un sens. Dans le monde réel, où les nations s'opposent durement les unes aux autres, où les divisions sociales et éthiques menacent leur cohésion, l'entretien du patriotisme est une évidente marque de prudence. Yannick Jaffré, Vladimir Bonaparte Poutine, essai sur la naissance des républiques. Ainsi, en refusant de chanter la Marseillaise, Poutou se retrouve à adopter la même attitude qu'un certain nombre de joueurs de foot de l'équipe nationale, un boycott symbolique qui doit être compris chez eux comme l'expression d'une arrogance de classe et d'un mépris pour la France, et la même attitude aussi que la frange la plus réactionnaire de l'extrême droite, celle qui s'oppose en bloc aux conquêtes de la Révolution française. Positionnement original. Donnons-lui encore la parole sur cette question de l'ouverture des frontières, car ça va nous permettre d'aborder le thème suivant. Mais comment est-ce qu'on empêche du coup ceux qui viendraient de l'extérieur? Parce que s'il n'y a plus de contrôle, ça peut les inciter à venir. Non, mais c'est ce que vous dites, mais c'est l'attentat de Londres, l'attentat de Moscou, et pourtant il y a déjà tout ce qu'il faut, il y a des armées partout, il y a Frontex et tout ça. Oui, mais on avait aussi des attentats chez nous, où c'était des personnes qui étaient allées combattre là-bas et qui sont revenues, qui ont été mal controlées. Et qui ont pu commettre des attentats. Mais vous nous mettrez pas mal à l'aise avec ça. Vous nous mettrez pas mal à l'aise avec ça, ça n'empêchera rien du tout. Voilà. Donc en fait, il y aura toujours un monde de guerre, un monde de frontières, un monde d'oppression produira de toute façon cette violence-là. L'heure est venue de redécouvrir la souveraineté, les frontières, l'enracinement, les identités historiques. Et les peuples, dans ce contexte, demandent à leur gouvernement non plus de les dissoudre, mais de les protéger, de prendre au sérieux leurs inquiétudes. Ceux qui le font risquent une disqualification médiatique, mais pourront politiser les couches populaires qui étaient en décrochage démocratique, mais qui sont en attente de ce qu'on pourrait appeler un discours de redressement collectif. Mathieu Boccoté dans la Revue des Deux Mondes du 13 novembre 2016. Ce qui nous amène au thème que j'ai appelé celui de la sécurité et du désarmement.
Je m'appelle Philippe Poutou, ouvrier anticapitaliste. Il faut qu'on parle. On devrait plutôt parler, dans le cas du programme du NPA, d'insécurité, tant on a vu, comme dans le dernier extrait que je vous ai montré, que Philippe Poutou ne propose absolument rien de décisif pour contrer le terrorisme et qu'il pense au contraire qu'il faut ouvrir encore davantage les frontières. Dans sa brochure, on lit qu'il est aussi question de désarmer la police en s'inspirant d'expériences tentées dans les pays scandinaves ou aux Pays-Bas. Nous allons traiter ce sujet de manière un peu plus rapide que les précédents, car vous verrez que quelques déclarations faites par le candidat trotskiste sur les plateaux télé suffisent à se faire une idée de la vacuité totale de son programme en matière sécuritaire. S'il y a des problèmes de violence, c'est d'abord la société elle-même qui est violente. Vous voulez désarmer la police, ou en tout cas la police qui est au contact de la population. Là encore, ça paraît irréaliste, alors que nous sommes en plein état d'urgence, de vouloir désarmer la police. Alors que dans nos rues, il y a les militaires de l'opération Sentinelle. Déjà, on n'est pas pour l'armement de la police municipale, parce qu'il y a déjà assez d'armes qui circulent et assez d'armes dans les mains de la police. Mais c'est surtout cette idée que la répression, c'est pas vrai, ça ne sert à rien, au contraire, c'est contre-productif. Cette question est d'autant plus d'actualité avec ce qui se passe ce soir sur les Champs-Élysées. Vous voulez le désarmement des policiers, Philippe Poutou? Vous me le dites comme si c'était hyper grave, oui, et alors? Daesh revendique l'attaque sur les Champs-Élysées. Un policier tué, 2 grièvement blessés. L'assaillant a été abattu. Et vous voulez désarmer la police? Ouais, mais ça, on dit... Mais enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Là, il y a si, quand même. Non, mais non. Ouais, mais ça, on dit... Mais enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Dire que je suis comme ça quand j'ai trop bu. N'y pense pas, Muriel. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a des problèmes. Grave? Oui, grave. Philippe Poutou a en effet de gros problèmes. Et son score désastreux doit être en grande partie compris comme une sanction face à ses déclarations sur le désarmement de la police, particulièrement mal reçues après l'attentat du 20 avril dernier aux Champs-Élysées, au cours duquel un policier avait trouvé la mort. Peut-être que si la police n'était pas armée, les mecs, ils viseraient pas, parce que ça, c'est des gens qui pètent les plombs, qui sont prêts à tuer, qui font un peu n'importe quoi. Son argument, très faible, est toujours le même. Ce ne sont pas les terroristes qui l'entendent défendre, mais les jeunes victimes des violences policières. Nous, on pense que la police qui est au contact de la population au quotidien, elle n'a pas besoin d'être armée. S'ils n'étaient pas armés, peut-être qu'ils n'auraient pas été visés, les policiers. C'est ça qu'on ne sait pas non plus. C'est ça le problème qui est posé. On est dans le cas de contrôle aux faciès, dans le cas d'une police qui fait chier des jeunes dans les quartiers. Stop au délit de faciès! Et donc, il y a une violence policière que nous, on pense qu'il faut stopper. Et stopper cette violence policière-là, ça commence déjà par le fait qu'ils aient plus d'armes. À quoi ça sert qu'ils aient des armes? Parce que sinon, on les considère comme des ennemis. Donc, c'est ça qu'on remet en question. On les considère comme des ennemis. Qui est ce on, Philippe? On retrouve là la vieille fascination de l'extrême gauche pour le lumpenprolétariat. Fascination que les premiers marxistes condamnaient déjà en voyant bien ce qu'elle avait d'antisocial et de contre-révolutionnaire. Rappelons ce qu'écrivait à ce propos Friedrich Engels dans sa préface de la guerre des paysans. Le lumpenprolétariat, cette lie d'individus déchus de toutes les classes qui a son quartier général dans les grandes villes, est de tous les alliés possibles le pire. Cette racaille est parfaitement vénale et tout à fait importune. Tout chef ouvrier qui emploie ces vagabonds comme garde du corps ou qui s'appuie sur eux prouve déjà par là qu'il n'est qu'un traître. On voudrait nous mettre dans la tête que c'est la réponse à la délinquance, ou comme si la violence réelle, c'était des jeunes des quartiers qui font chier et tout ça, et donc il faudrait armer la police, il faudrait lui donner des droits supplémentaires. Ça, c'est dangereux. Appliquant aux jeunes des banlieues issus de l'immigration sa vieille voyoulatrie qui hallucine un révolutionnaire derrière chaque délinquant, l'extrême gauche atteste en les justifiant leur comportement violent, émeute, incivilité, auquel elle prête la valeur d'une lutte continuée du tiers-monde contre son oppresseur occidental. Yannick Jaffré, Vladimir Bonaparte-Poutine, essai sur la naissance des républiques. On est évidemment en plein fantasme gauchiste, au sens précis qu'a le terme de gauchiste dans la théorie politique. Un fantasme paternaliste qui est celui de l'idéalisation pseudo-révolutionnaire que le petit bourgeois blanc trotskiste fait du voyou, souvent d'origine immigrée, quitte à réduire celui-ci à celui-là dans une dialectique dans laquelle le racisme n'est jamais loin. Or, le lumpen que Philippe Poutou veut défendre face à la loi de la République et à ses forces armées est beaucoup plus vénal et beaucoup plus réactionnaire qu'il l'imagine. Le lumpenprolétariat est au trotskiste actuel ce que le bon sauvage était au philosophe du XVIIIe siècle, une abstraction dans laquelle la bourgeoisie progressiste projette toutes ses utopies. Seulement le problème, c'est que les sauvageons dont il est question ici ne sont pas à l'autre bout du monde. Ils sont sur notre territoire et leur présence se traduit en grande partie en termes de violence, de truanderie, d'émeutes, de criminalité. À moins que... En plus, il n'y a pas vraiment un problème de criminalité en France. Il n'y a pas de problème de criminalité en France. Voilà. On a un petit problème. Bon, sur ce sujet-là, je ne vois pas vraiment ce que je pourrais ajouter. Il y a des déclarations tellement consternantes qu'elles se passent de commentaires.
Le simple principe de réalité est parfois plus éloquent que tous les arguments du monde. On laissera donc Philippe Poutou faire ses propres expériences en la matière. Sur le plan de l'armement, toujours, on apprendra sans surprise, en lisant son programme, qu'il rejette tout projet de service militaire ou civique. On est antimilitariste, donc on est pour qu'il n'y ait pas d'armée. On est d'ailleurs, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, ça a choqué du monde, mais le défilé du 14 juillet, on n'en veut pas. Enfin, c'est le symbole de guerre, cette sorte de parade virile, militaire, et tout ça. Enfin, c'est des trucs pour nous, c'est complètement dépassé. Philippe Poutou avait déjà rejeté la Révolution française dans ses symboles, la Marseillaise, le drapeau. Eh bien, il la rejette également dans l'idéal républicain du peuple en armes, lui préférant le principe d'une armée de mercenaires professionnels sans lien direct avec la population et donc sans contrôle populaire sur l'institution militaire. Là où les républicains d'hier mobilisaient le civisme ou le patriotisme pour constituer une armée du peuple, Philippe Poutou préfère mobiliser l'argent et le principe du salariat. Non mais en plus, le seul truc qu'il trouve à nous proposer, c'est le service militaire, quoi. L'armement général du peuple est la seule forme militaire compatible avec les fins du socialisme. Michel Vinocq, le socialisme en France et en Europe. Ça ressemble trop à ce qui se passe en Corée du Nord, donc ça serait bien qu'on s'en passe. Sauf qu'ils font ça mieux, ils font ça mieux et ils sont plus nombreux. Mais nous on veut pas de ça. Mais ouais, mais non, mais sinon, c'est même ridicule à la limite le défilé du 14 juillet. Vous préférez carrément. Non mais nous on est antimilitariste. Bravo, t'es un vrai général, Nicolas. Hein? T'as fait quelle école militaire? Celle de la rue, c'est la meilleure. Je me permets de renvoyer ceux qui s'intéressent à cette question du service militaire et de l'armée populaire aux contributions écrites, audio et vidéo que j'ai pu produire sur la question il y a quelques années. À titre d'exemple, juste un argument tiré d'une vidéo que j'avais réalisée à l'époque avec Piero San Giorgio. Pendant très longtemps, dans toute l'Europe, les socialistes ont défendu le système de milice qui, en France, avait un rapport quand même avec la levée en masse de 1793, donc la Révolution française, la guerre révolutionnaire. Et dans le monde socialiste, des gens comme Auguste Bebel, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht ont tous défendu le système de milice. Saint-Just, pendant la Révolution, dans un livre qui s'appelle « L'esprit de la Révolution », a appelé à remplacer l'armée professionnelle par une conscription obligatoire. Et je vais quand même juste citer une fois Rousseau qui s'est exprimé plusieurs fois là-dessus. Il dit « Pour vous, peuple moderne, vous n'avez point d'esclaves, mais vous l'êtes. Vous payez leur liberté de la vôtre. Vous avez beau vanter cette préférence, j'y trouve plus de lâcheté que d'humanité. » Il parle du système du mercenariat, du système de l'armée professionnelle, en disant vous pensez vous libérer en déléguant cette attribution de l'État à d'autres qui la feront à votre place, contre de l'argent, vous vous enchaînez. Pas uniquement par la dépendance économique, mais par la dépendance réelle du fait que votre sécurité n'est pas assurée par vous. Veuillez m'excuser pour cette autocitation, mais il était nécessaire de rappeler quelques évidences. Sur ce point-là, comme sur tous ceux que j'ai traités dans cette vidéo, on s'aperçoit que le NPA, en dépit de toutes ses contradictions, suit quand même une seule ligne dont il ne dévie jamais, la trahison systématique de tous les principes socialistes et révolutionnaires. C'est vraiment un cas d'école exemplaire, celui de la forfaiture trotskiste poussée à ses extrêmes limites. À tel point que le NPA se trouve aujourd'hui attaqué par le Comité international de la 4e internationale, pourtant trotskiste-léniniste, qui lui reproche non pas son antimilitarisme ni son pacifisme de façade, mais son ralliement au faucon. On peut lire ceci sur le World Socialist website. Dans une déclaration presque impossible à distinguer de la propagande de la CIA, le candidat présidentiel du NPA, Philippe Poutou, ne critique pas l'agression de la Syrie par Trump, mais dénonce toute opposition à la guerre comme étant un soutien au président Bachar el-Assad et aux tueries de masse. Au-delà des raccourcis et des outrances de cette prose, je crois que les néo-hippies Peace and Love qui suivent Philippe Poutou devraient tout de même se poser quelques questions. Le dialogue ne devait pas être tellement possible. Qui dit service militaire dit jeunesse. Qui dit jeunesse dit instruction et éducation nationale. Passons donc à notre dernier sujet, la déconstruction de l'école. Je m'appelle Philippe Poutou, ouvrier anticapitaliste. Il faut qu'on parle. Je ne vais pas m'appesantir sur ce thème-là, car cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Je me contenterai donc de vous passer 2 très brefs extraits des clips de campagne de Philippe Poutou. Le premier met en scène une enseignante proposant des réformes à ses collègues. Il faut que les enfants pensent de manière autonome. C'est ça qui va leur donner envie d'apprendre plus de choses. C'est ça qui va leur donner envie de s'ouvrir sur le monde. C'est ça qui va leur rendre plus forts. Le second extrait, plus court encore, met en scène des étudiants contestant le contenu des cours d'histoire. Ou dans les programmes d'ajouter un récit national totalement mensonger. Ouais, et nous on a un autre récit à écrire. Ouais, vous avez raison, vous valez mieux que ça. Loin d'avoir débouché sur l'orgie créatrice promise par ses promoteurs, l'idéologie de la non-transmission a engendré des êtres déliés assurément mais non pas libres, sensibilisés à tout mais attachés et fidèles à rien, condamnés à vivre à la surface d'eux-mêmes, privés de cette intériorité qui définit le sujet et permet de n'être pas ballottés à tout vent
hors sol et sans épaisseur temporelle, incarcéré dans la prison du présent, voué, par conséquent, à un conformisme de pensée et de comportement confondant, soumis fatalement à la tyrannie d'opinion, pensant comme on pense, jugeant comme on juge, désarmé spirituellement, intellectuellement, dépossédé de la langue, cet instrument d'émancipation par excellence. Bérénice Levet, le crépuscule des idoles progressistes. On est là dans une tare typique des idéologies 68ardes, qui est l'idéalisation du déracinement, de la table rase, de la rupture avec le passé, lequel est toujours considéré comme obscurantiste et archaïque. Poutou pense créer, avec cette méthode d'apprenti sorcier, des jeunes gens libres de toute attache, alors qu'il n'en obtiendra jamais que des individus atomisés, sans identité, et de ce fait livrés aux forces du marché. Sur ce sujet, comme sur les autres, Poutou s'inscrit dans la dynamique libérale, et ce, en dépit de son anticapitalisme de façade. Il est un des visages de ce qu'il faut bien appeler, pour reprendre l'expression de mon ami Charles Robin, la gauche ou l'extrême gauche du capital. C'est clair, Poutou, c'est pas un hologramme. En conclusion, comme vous l'aurez compris, les mots d'ordre de Philippe Poutou en matière de socialisme ou d'anticapitalisme sont le plus souvent de la poudre aux yeux. Son programme se caractérise par des réformes pseudo-sociales récupérées dans l'arsenal néolibéral des années 60, comme le revenu universel, par un désir de supprimer la citoyenneté française et la notion même de pays par l'ouverture complète des frontières au nom d'un idéal qu'il va puiser dans la préhistoire, par la régularisation de tous les sans-papiers, par la dépénalisation des drogues, par un lobbyisme actif en faveur des minorités sexuelles, par une atomisation de la société au nom de la revendication des droits individuels, par un antimilitarisme très équivoque et qui est tout sauf anti-impérialiste, par le désarmement des forces de l'ordre et de la population, puisqu'il insiste bien sur son opposition à toute forme de service militaire, par l'accélération du processus de déconstruction à l'œuvre dans l'école, qui fut républicaine, et, de manière générale, par une opposition de fond à tout ce qui rappelle les acquis de la République et de la tradition patriotique et révolutionnaire. Philippe Poutou représente l'aile trotskiste du grand axe libéral qui s'étend d'un bout à l'autre du système partitocratique, et il ne serait pas étonnant, s'il arrive bientôt à produire de meilleurs scores électoraux et à reprendre du poil de la bête, qu'il devienne la caution gauchiste idéale du gouvernement Macron, dont il n'est au fond, sur bien des points, pas si différent. Un dernier mot, Philippe ? Peut-être qu'enfin, les gens vont voter pour leurs idées. Oui, eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Allez, bonsoir. Bon, après, le résultat, on ne sait pas si c'est efficace. Retrouvez Philippe dans votre sitcom La Philo selon Philippe, du lundi au vendredi à 17h25 sur IDF1, bien sûr. Mais je ne vous promets rien.